Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'essayer de faire un effort en endurance en zone 5 cardiaque, mais tu n'avais simplement pas les jambes pour y arriver? Dans cette vidéo, je vais essayer de te donner quelques éléments de réponse pour t'aider à mieux effectuer tes entraînements et notamment si tu te concentres sur les zones cardiaques et quel BPM tu dois atteindre pour certains types d'entraînement. Pour ça, on va regarder une question que j'ai reçue de Christophe, cycliste amateur qui suit la chaîne depuis un petit moment. Il demande, j'aimerais savoir pourquoi je n'arrive pas à dépasser une certaine fréquence cardiaque lors de mes entraînements. En effet, je suis un programme d'entraînement avec Garmin et lorsqu'on me demande de travailler entre 176 et 195 BPM pendant 4 minutes, j'ai vite les cuisses qui brûlent et je n'arrive pas à dépasser les 170 BPM. Est-ce vraiment un manque de dépassement de soi mental ou est-ce qu'il y aurait des éléments physiologiques ou génétiques qui m'empêcheraient d'aller plus haut en fréquence cardiaque? Je vous remercie pour votre réponse. Alors, d'après ce que tu me dis là, Christophe, je vais émettre quelques hypothèses. Ça me semble être un effort de haute intensité. 4 minutes, c'est plutôt court comme effort. Et vu les battements cardiaques, ça va plutôt être un effort en zone 5, donc effort de type VO2 max, en suivant un programme qui t'est proposé par Garmin. Donc, la première chose que je dirais, c'est que si tu n'arrives pas à atteindre des fréquences cardiaques qui sont hautes, on pourrait dire au-delà de 170 BPM ou au-delà de 175 BPM, il y a certainement quelque chose qui se passe au niveau de tes jambes. Ce que je veux dire par là, c'est que si les jambes elles brûlent et le cœur ne peut pas monter, et ça j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, c'est très certainement qu'il te manque de l'endurance dans les jambes. Alors, et je vais revenir sur les zones cardiaques juste après, mais là pour te donner un conseil, mon conseil ce serait change de programme, parce que le programme que te propose Garmin, c'est du travail de haute intensité qui fonctionne très très bien, mais dans ton cas, et d'après ce que tu décris là, si tu n'arrives pas à tenir des intervalles de 4 minutes et à atteindre des fréquences cardiaques qui sont hautes, il y a très certainement une limitation d'endurance musculaire au niveau de tes jambes. Si tu cherches endurance musculaire ou fatigue musculaire sur ma chaîne, tu vas trouver une vidéo sur la question. Et le genre d'entraînement qu'il te faut, c'est de la basse et de la moyenne intensité, zone 2, zone 3, zone 4. Si tu veux un programme qui va dans ce sens-là, mets-moi un commentaire en dessous et je t'enverrai un lien vers mon programme Bike Endure qui est fait exactement pour ça. Mais tu peux très bien t'entraîner en suivant les autres vidéos que j'ai fait et les vidéos d'autres personnes sur YouTube. Mais quoi qu'il arrive, je te conseillerais plutôt une approche pyramidale plutôt qu'une approche polarisée pendant les 2-3 mois à venir parce que c'est ça qui va te donner les meilleurs résultats d'après ce que j'arrive à extraire de ta question ici. Le deuxième problème, en plus du potentiel manque d'endurance musculaire que tu présentes et qui t'empêche d'atteindre des fréquences cardiaques hautes, c'est que ta montre Garmin, qui te dit de travailler entre 176 et 195, eh ben, elle a forcément pas calé ces fréquences cardiaques sur ton profil à toi. Parce que si tu n'arrives pas à dépasser les 170 BPM, ah ben on devrait considérer ça hypothétiquement. C'est possible que dans un autre contexte, ça aille un tout petit peu plus haut. Mais 170, 172, 173, c'est ta fréquence cardiaque maximale actuelle. Et il faut savoir que la fréquence cardiaque maximale, tu peux la changer avec l'entraînement. J'ai vu des changements très très flagrants j'ai déjà vu des changements de l'ordre de 17 battements de plus. Je crois que si je ne me trompe pas, Alex était passé de 171 battements par minute maximaux sur un test d'effort. Il était monté à 188 une année plus tard. Donc 17 battements de différence. Qu'est-ce qu'on avait fait entre-temps? De l'entraînement d'endurance. Pas que ça forcément, on avait alterné entre des phases pyramidales et des phases polarisées comme il se doit. Mais en gros, on avait fait du travail général et on avait alterné un petit peu selon les blocs d'entraînement. Et en une année, il avait augmenté sa FC max sur le vélo de 18 battements par minute. Alors, est-ce qu'on a vraiment techniquement changer sa FC max ou est-ce qu'on a juste débridé ses jambes et on a permis à son cœur d'aller un petit peu plus haut dans l'effort? Moi, j'opterais pour la deuxième option. Donc, pour revenir à ton cas, Christophe, les 170 BPM, si ça, c'est ta FC max à l'heure actuelle, eh ben, t'as pas à aller chercher des FC qui sont inatteignables pour toi à l'heure actuelle avec ton état d'entraînement et ton état d'endurance actuel. Donc, forcément, la zone cardiaque de 176 à 195, elle est fausse pour toi. C'est pas une zone cardiaque qui existe même pour toi encore. Par contre, je suis convaincu que dans 6 mois, 9 mois, 12 mois, avec les bons entraînements, tu vas pouvoir débloquer, débrider tes jambes et permettre à ton cœur d'aller chercher plus haut. D'ailleurs, si tu suis mes recommandations,
je me réjouis d'avoir un commentaire ou même un petit email d'ici 6 mois, une année, pour que tu nous fasses part de tes avancées et qu'on puisse partager ça avec la communauté. Mais quoi qu'il arrive, cette zone 5 cardiaque donnée par Garmin, ce n'est pas la tienne. C'est des valeurs qui sont basées sur des moyennes de population, qui fonctionnent pour la moyenne des gens, mais toi, tu n'es pas la moyenne des gens. Tu es un individu dans cette distribution, en plus du fait, comme je l'ai dit, que tu peux changer ta FC Max avec ton statut d'entraînement. Donc, il ne faut pas te fier au battement cardiaque dans ce cas, mais il faut plutôt utiliser une autre méthode dont je te parlerai à la fin de la vidéo pour essayer d'améliorer ton fitness et notamment être dans les bonnes zones d'intensité pour le travail que tu fais. Les zones cardiaques, ça peut être intéressant dans certains cas et la fréquence cardiaque est un indicateur intéressant de l'entraînement. Comme je l'ai dit là, hein, tu peux quantifier ta FC max sur un effort donné et voir cette valeur augmenter avec le temps, ce qui va en général monter avec les performances. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à regarder. Par contre, se baser sur des zones de fréquence cardiaque fixées par ta montre et qui ne sont pas propres à ton profil actuel, ça c'est un problème parce que comme tu le vois là, tu te poses la question si tu n'es juste pas assez fort mentalement. Non, ça n'a rien à voir avec ton mental. Ton mental, il est très bien. Le seul souci qu'il y a là, c'est que c'est des zones qui ne sont pas les tiennes. Donc, arrête de te fier à ces BPM que te donne la Garmin et utilise plutôt ce dont je te parlerai en fin de vidéo comme manière de réguler ton intensité d'entraînement. Je voulais enchaîner avec une autre question sur les zones cardiaques parce que ça tombe exactement dans le même créneau. Et ça, c'était en réponse c'était un commentaire qui était en réponse à ma question sur la zone 1 et zone 2 et la différence entre ces zones-là. Et donc, moi, je dis qu'il n'y a pas de différence physiologique entre la zone 1 et la zone 2. Notre ami Bikin Paradise n'est pas d'accord et donc je vais lire le commentaire et après je vais essayer de répondre de manière concrète et apporter des éléments de réponse qui vont pouvoir tous vous aider. Il me dit que tu ne fais pas la différence entre zone 1 et zone 2 dans ton propos. Je ne suis pas d'accord avec toi. Dis-moi si je me trompe, mais si tu es en recherche d'adaptation physiologique, développement mitochondrie, augmentation capacité aérobie, amélioration oxygénation musculaire, c'est bien en zone 2 qu'il faut se trouver et non en zone 1. La zone 1 à mes yeux n'a d'autre intérêt que de la récupération. Alors, je suis pas d'accord avec toi et je vais expliquer pourquoi. C'est vrai de dire que, et en tout cas d'après les connaissances actuelles, et je me réfère à un échange que j'ai eu avec un chercheur qui est à la pointe du travail sur les mitochondries. Je trouverai et je le remettrai dans la vidéo. Mais en gros, il disait que les meilleures adaptations au niveau mitochondrial se font très certainement en haute zone 2, voire en bas de zone 3, c'est-à-dire juste sur ce premier seuil physiologique, que ce soit le seuil ventilatoire 1, seuil au lactate 1, peu importe ce qu'on décide comme terminologie. En gros, cette transition entre un état stable au niveau musculaire et un état stable au niveau systémique, il semblerait que ce soit là qu'on retrouve les meilleures adaptations mitochondriales. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que parce que c'est là où on a les meilleures adaptations mitochondriales, c'est absolument là qu'on doit travailler pour développer ces qualités-là. Et la raison étant simplement que la zone 1 et la zone 2, c'est encore une fois, il n'y a rien pour les délimiter au niveau physiologique. Il y a rien qui peut te permettre de faire la différence entre une zone 1 et une zone 2 qui se trouvent toutes les deux dans ce qu'on appelle le domaine modéré. Le domaine modéré, c'est la basse intensité, c'est ce qui peut être mesuré au niveau physiologique. A contrario, on peut mesurer la différence entre une zone 2 et une zone 3 parce que la transition entre ces deux, c'est ce premier seuil et c'est la délimitation, la délinéation entre la basse et la moyenne intensité ou le domaine modéré et le domaine élevé, comme on les appelle dans la recherche en physiologie de l'exercice. Donc, physiologiquement, il y a une différence entre zone 2 et zone 3, mais entre zone 1 et zone 2, tout ce qu'il y a comme différence, c'est de l'intensité. Les adaptations, est-ce qu'on aura plus d'adaptations en zone 2 ? On pourrait se dire que oui, vis-à-vis de l'adaptation mitochondriale. Par contre, on pourra aussi dire que plus ton niveau augmente, par exemple en cyclisme, et plus cette zone 2 devient énergivore, parce que quand tu as un seuil 1, comme les cyclistes pro, à plus de 300 watts, et même si tu es 20 watts en dessous, disons que tu as un premier seuil à 320 watts, rouler à 300 watts, c'est pas gratuit comme effort. Juste parce que tu es en zone 2, ça veut pas dire que c'est facile. 300 watts, c'est 300 watts. Il faut manger les calories, il faut faire le travail. Et donc, dans ce cadre-là, je dirais que plus ton niveau augmente, notamment en cyclisme, et plus tu vas avoir tendance à effectuer ton endurance fondamentale à des intensités qui sont plus faibles que ta zone 2 ou proche de ton premier seuil. Mais véritablement,
il n'y a pas de différence physiologique entre la zone 1 et la zone 2, simplement que plus tu es bas en intensité et plus tu pourras faire de volume et moins tu auras de fatigue accumulée de par ce volume effectué. Mais plus on commence à se rapprocher du premier seuil ou alors même à le dépasser, plus la fatigue devient importante, plus la contrainte calorique devient importante également. Et c'est là où s'entraîner en zone 1 pendant des heures et des heures, c'est tout aussi bénéfique que s'entraîner à charge égale, disons, en zone 2, qui est un tout petit peu plus intense, mais qui reste physiologiquement dans le même domaine. Donc c'est ce que je voulais dire vis-à-vis de ton commentaire sur le fait que les deux zones sont différentes. Non, elles ne sont pas différentes d'un point de vue physiologique. Après, oui, forcément que 260 watts, c'est plus bas que 300 watts. Et pour quelqu'un avec un seuil 1 à 320 watts, 260, c'est plus facile. Mais ça ne veut pas dire que tu auras moins d'adaptation. Peut-être à heure égale, c'est-à-dire que si tu fais 1 heure en zone 2 versus 1 heure en zone 1, peut-être que l'heure en zone 2, elle te donne plus de résultats. Mais c'est la même conversation que ce que j'ai avec les personnes qui disent oui, mais la haute intensité, c'est mieux parce que sur le papier, ça donne plus d'adaptation. Oh, mais quel est le coût de la haute intensité par rapport à la basse intensité? Au niveau nerveux, au niveau récupération, au niveau calorique. Et toutes ces choses-là, on doit les considérer dans le processus d'entraînement. On ne peut pas juste être fixé sur la recherche dit que la haute intensité, ça marche mieux, donc on fait que de la haute intensité et on oublie tout le reste. Parce que le terrain, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et les personnes en général qui argumentent le fait que la haute intensité est mieux que tout le reste et donc il faut faire que ça parce que la recherche a dit que, c'est des personnes qui sont très très fortes en recherche mais qui ne coachent pas d'athlètes sur le terrain. Parce que toute personne qui coach des athlètes sur le terrain sait que, en tout cas dans les sports d'endurance, une grande partie du travail va se faire à basse intensité. C'est une constante. Tout le monde le fait. Après, il y a différents athlètes et différentes philosophies et différents besoins également et différentes typologies musculaires qui font que les approches vont varier. Mais il faut du travail de basse intensité. On ne peut pas juste faire de la haute intensité tout le temps. On en revient à nos moutons avec zone 1, zone 2. Donc, je l'ai dit, ces deux zones, physiologiquement, en fait, c'est la même chose. On peut pas on peut pas déliner, on peut pas séparer une zone 1 d'une zone 2 au niveau physiologique. Même si à temps égal, techniquement, oui, tu auras plus d'adaptation en zone 2 qu'en zone 1, mais si tu fais 15 heures, 20 heures, 25 heures de vélo dans la semaine, eh ben, les faire en zone 1, ça te libérera simplement plus d'énergie pour faire tes séances à haute intensité ou tes séances de seuil ou tes séances de tempo. Donc, c'est à toi de choisir la bonne modalité, la bonne intensité selon tes besoins. Pour passer sur la deuxième partie de la question, il a du mal à trouver une réponse scientifique sur ce sujet. En cyclisme, avec des zones bien définies, et dans mon cas d'un athlète bien entraîné depuis longtemps, 15 heures plus par semaine, est-il normal que même en haut de zone de puissance, le cardio, lui, est souvent en zone 1, pas seulement sur un jour donné, mais de façon répétitive? En découle cette question. Doit-on essayer d'augmenter la puissance pour tenter de faire monter le cœur en zone 2, quitte à faire de la zone 3 puissance, ou doit-on se fier uniquement à la puissance? Test FTP fait et refait. L'idéal serait un test de lactatémie pour déterminer le SV1, mais je n'en ai pas. Alors, je vais chipoter sur les termes parce que je peux me le permettre. Si tu fais un test de lactatémie, ça va te déterminer le seuil au lactate 1, le SL1, alors qu'un seuil ventilatoire, tu aurais besoin d'un masque avec mesure d'échange gazeux pour le déterminer. Je reviens sur la partie d'avant qui est le centre de la conversation et qui nous remet en lien avec la première question de cette vidéo où on parle de cette zone cardiaque qu'on n'arrive pas à atteindre. Et bien là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que il est en puissance zone 2, basse intensité, mais son cœur est en zone 1. Mais ton cœur, il est en zone 1 sur la base de quoi? Sur la base de ta Garmin. Et on en revient à ces pourcentages fixes de fréquence cardiaque maximale estimés, qui sont des zones qui ne correspondent pas à ton profil. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut utiliser, c'est pas que la puissance, c'est pas que la fréquence cardiaque, c'est une combinaison de 3 choses. Et oui, je sais que j'en ai cité que 2 ici parce qu'il y en a une troisième qui est extrêmement importante. Cette troisième, c'est la perception de l'effort, c'est le RPE, une mesure qui est trop souvent ignorée, mais qui nous permet en fait de rassembler de manière cohérente toutes les données qu'on collecte, que ce soit de la puissance, que ce soit de la fréquence cardiaque. Je m'explique. Tu es en zone 2 au niveau puissance, mais tu vois ton cardio qui est en zone 1. Ben, si tu es vraiment en zone de puissance, tu vas avoir un ressenti qui va être peut-être de 2, 3, voire 4 si tu as un bon niveau, ce qui est certainement le cas avec ton volume d'entraînement depuis des années.
Et tant que tu as un ressenti d'effort de difficulté entre 2 et 4, pour être un petit peu large, tu vas être dans la bonne intensité si tu veux être en zone 2. Et ton cœur, il est en zone 2 également. C'est juste que ta Garmin te dit que tu es en zone 1 parce que la Garmin n'est pas calibrée sur tes zones à toi. Et si tu viens à faire soit un test de lactatémie, soit un test avec échange gazeux, un test d'effort avec ces mesures-là, ce que tu vas déterminer, c'est la fréquence cardiaque à ton premier seuil. Et donc, ça te permettra de dire, voilà, la fréquence cardiaque à mon premier seuil, transition zone 2, zone 3, elle est de tant de battements par minute. Et ensuite, comme je t'ai dit avant, pour déterminer qu'est-ce que la zone 1, qu'est-ce que la zone 2, honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence. Moi, je le déterminerai aujourd'hui avec la transition entre du 1 sur 10 et du 2 sur 10 en termes de difficulté. Et tu vas peut-être te dire que c'est arbitraire ou que c'est empirique, mais encore une fois, il n'y a pas de manière scientifique de départager une zone 1 d'une zone 2. Si on parle d'un modèle à 5 zones, qu'on soit bien d'accord. J'aurais dû le préciser au début, mais comme ça, c'est fait au moins maintenant. Donc, il faut que tu te poses la question, quelle est ma difficulté d'effort là, maintenant, tout de suite? Et c'est ça qui va te dire si tu es bien en zone 2, ou alors tu es en zone 1, ou alors tu es en zone 3. D'accord? Si tu as les jambes qui picotent, qui brûlent, que ta respiration elle est déjà un petit peu entamée, tu es très certainement déjà en zone 3, tu as très certainement déjà dépassé ton premier seuil, donc il faut baisser un petit peu l'intensité et la fréquence cardiaque sera ce qu'elle est, mais il ne faut pas te soucier de ce que te dit ta Garmin. Il faut te soucier de ce que toi tu perçois comme difficulté et en lien avec l'intensité que tu es en train de mettre sur cet effort. Donc j'espère que j'étais assez clair là-dessus. Vraiment la conclusion de tout ça et le message important que j'aimerais faire passer, c'est que ta Garmin, vos Garmin, ne vous donne pas une représentation correcte de votre profil de fréquence cardiaque ou de zone de fréquence cardiaque. Il faut faire l'effort qui correspond à l'intensité voulue au niveau puissance, mais surtout au niveau ressenti. Et après, la fréquence cardiaque fera ce qu'elle fait. Et oui, ensuite, on peut la regarder d'entraînement en entraînement, de semaine en semaine, de mois en mois, et la voir évoluer. Par exemple, à une intensité donnée, on devrait voir des fréquences cardiaques qui baissent au fil du temps. Moi, je vois couramment, je crois que sur le programme de 12 semaines d'endurance que j'ai, le programme pyramidal que j'ai conseillé à Christophe tout à l'heure, en 12 semaines, à savoir que c'est des gens qui sont en général pas très entraînés en endurance quand ils le commencent, mais on voit quand même une fréquence cardiaque qui va baisser de l'ordre de 8 battements en moyenne sur les 12 semaines à une intensité type zone 2. Donc c'est une différence qui est quand même assez importante et c'est forcément, tu vas pas continuer à perdre 8 battements en perpétuité parce que sinon tu te retrouves avec des valeurs négatives assez rapidement. Mais forcément les gains au début, quand tu débutes l'entraînement en endurance, sont plus importants que quand tu as déjà un niveau qui est entraîné. Tout ça pour dire que la fréquence cardiaque est un indicateur intéressant, mais il faut pas la prendre en référence aux zones Garmin. Il faut la prendre en référence à toi et à tes efforts et à tes entraînements et à ton évolution individuelle. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le RPE, j'ai également une mini formation sur le sujet. Je te mets le lien directement dans la description. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!